travers toutes ces années, Bernard, où je vous ai interviewé, et posé des milliers de questions, j'ai eu des millions de réponses. Il y a toutefois une petite question que je voudrais vous poser. Il m'a été donné souvent de corriger des manuscrits et il m'a semblé à travers ces corrections de manuscrits qu'il revenait souvent votre vibration. À un tel point que dans certains manuscrits, j'étais capable de voir l'auteur qui écrivait, et dans une deuxième partie, c'était Bernard qui s'exprimait. Ça, je l'ai vu particulièrement dans un livre qui s'appelait La vie après la mort de Pierre Bishop. Une première partie où on reconnaît la vibration de l'auteur, puis une deuxième qui est radicalement différente, où on vous entend parler dans l'écriture. À l'époque, je vous avais déjà posé la question et je vous avais demandé si c'était vous qui étiez à l'origine. Est-ce que vous aviez fait don de cassettes, peut-être à cet auteur-là? Vous m'aviez dit que vous n'y étiez pour rien. Alors ça, c'est un mystère qui n'est pas éclairci. Si réellement vous n'y étiez pour rien, comment se fait-il qu'une personne qui vient du fin fond du Québec, qui est en quelque sorte un ouvrier agricole au départ, puis ensuite qui développe une ferme, puis qui se met à écrire, soudainement a la même vibration que vous, les mêmes paroles. Puis par la suite, il y a eu la fameuse sortie des cahiers de l'initié que tout le monde, je pense, en tout cas, le monde qui s'intéresse au domaine ésotérique a pu lire au Québec, et dans lequel on voit l'auteur, qui est Ortiz Beauregard, qui rencontre un initié, sous un nom d'emprunt, je pense. Et cet initié-là lui donne toute l'information, toutes les clés des mystères, répond à toutes ces questions, puis d'une façon absolue, puis radicale. Et dans la description même du personnage qu'il rencontre, donc cet initié, cette description-là correspond parfaitement à votre signalement. Fait que j'aimerais savoir si vous n'avez pas une certaine influence occulte, si vous ne faites pas passer des messages underground à travers l'écriture chez les écrivains québécois. Est-ce que c'est vous, l'initié, dont il est question dans les cahiers de l'initié? Vous savez, tout d'abord, l'initié, un initié. Disons un initié d'un certain ordre, d'une certaine conscience. Il s'identifie par vibration à un plan mental, autrement dit, à une source d'énergie créative. Cette source d'énergie créative, elle est universelle. Je la voyais venir, cette réponse. Elle n'appartient pas... Gros de même. Elle n'appartient pas seulement à l'initié. Effectivement, l'initié a une grande facilité pour toucher du doigt ces plans, faire descendre cette vibration. Une fois que cette vibration elle est descendue, elle ouvre dans le mental de l'homme des plans d'énergie. Et il y a des hommes dont le plan d'énergie est suffisamment vibrant pour que eux aussi puissent avoir accès par vibration à des niveaux de perception qui coïncident universellement avec celui de l'initié. Évidemment. Des fois, je me demande pourquoi je pose des questions quand je connais les réponses. Parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est un initié? Un initié dans le sens très large du terme, dans le sens très précis du terme. Un initié, c'est un être qui ne s'appartient pas. Un initié, c'est un être qui ne contrôle pas. Un initié, c'est un être qui ouvre
Donc, s'il ouvre parce que ça fait partie de sa vie, à ce moment-là, d'autres, naturellement, en arrivent éventuellement eux aussi à ouvrir. Ça fait partie du travail initiatique d'ouvrir pour les autres, de faciliter l'ouverture pour les autres. Donc, si au cours des années, on rencontre des gens qui écrivent des choses dans une vibration dite initiatique, c'est tout à fait naturel, c'est très bon, c'est très essentiel, c'est nécessaire. Ça fait partie de l'évolution de la conscience créative, ça fait partie du passage de cette énergie à travers le cerveau de différentes personnes, ça fait partie de l'expansion dans le monde de cette conscience qui appartient à tous les autres. L'initié n'y est pour rien, ça fait simplement partie de sa façon de vivre et de vibrer cette énergie pour qu'elle soit facilement reconnaissable une fois les obstacles enlevés, ce qui rend les hommes libres de l'utiliser. Si on me demandait qu'est-ce que c'est un initié dans une forme suffisamment parfaite, c'est un être qui ne s'appartient pas, qui fait partie du grand mouvement d'humanité, qui se situe dans une certaine chronologie d'événements, qui a accès naturellement à différents plans de conscience, dont la fonction sur le plan matériel est d'ouvrir, et non pas de garder pour lui, ou de fermer, ou d'encercler, ou d'embarrer la vibration, pour en faire une école, une secte, ou je ne sais pas moi. Oui, c'est la définition même du terme d'initiation. C'est l'ouverture, c'est le début. Ouais. Dans l'initiation solaire, il y a probablement une très grande différence avec l'initiation ancienne, l'initiation astrale, dans ce sens que dans l'initiation solaire, l'initié est obligé de perdre sa personnalité pour avoir accès à sa personne dans un instantané, ce qui est un choc terrible pour un être humain dans une fragile enveloppe matérielle. D'un autre côté, il est supporté dans cette transmutation et éventuellement, il ne fait qu'ouvrir les portes. Un initié n'est pas intéressé à travailler. Un initié peut œuvrer beaucoup, il peut être très actif, mais un initié n'est pas intéressé à travailler. Dans ce sens qu'un initié ne se donne pas de mission. Il est en lui-même un mouvement d'énergie. Et c'est probablement la différence entre l'initié de la prochaine époque, l'initié solaire, et l'initié de l'ancienne époque, l'initié lunaire, ou celui qui vivait une initiation astrale. Dans l'initiation lunaire ou astrale, on avait tendance à vivre psychologiquement, spirituellement, mystiquement une forme de mission, parce que le mental n'était pas encore parfaitement dégagé de l'ego. Donc l'homme, à cause de la pulsation de l'âme, avait tendance à voir sa présence sur le plan matériel comme étant une présence essentielle à la spiritualisation ou à la mystification de la connaissance. Mais dans le cas des prochains initiés, dans le cas de l'initiation solaire, cet aspect de la conscience ou du mouvement de la conscience sera éliminé par l'intégration totale de la conscience. Intégrer une conscience, c'est intégrer une énergie créative, c'est-à-dire amener cette énergie à ne plus être colorée par la personnalité. Donc, chez l'initié solaire, la personnalité ne peut plus colorer la vibration, donc il ne peut plus astraliser la vibration. Donc, s'il ouvre dans le monde, il ouvre par voie de fusion, il ouvre par voie d'intégration, il ouvre par voie de transparence. Et dans l'avenir, les initiés, hommes ou femmes, seront reconnus dans la perfection initiatique par le biais de la transparence mentale de leur savoir, par le biais de la décoloration totale de leur esprit
à travers la forme mentalisée, c'est-à-dire la pensée ou la parole. Et ceci est très important dans notre temps parce que nous sommes arrivés à un point dans l'évolution où les hommes ont besoin d'être donnés totalement et absolument leur autorité, où les hommes ont besoin de prendre sur eux la charge de continuer à perfectionner leur rapport avec l'énergie, avec la source. Les hommes ne peuvent plus se donner et se permettre au cours de l'évolution d'avoir constamment des rapports avec les hommes. Les initiés ou les maîtres ou ces gens qui ont une certaine vibration ne pourront plus se donner de maintenir des rapports avec les hommes. Il faut que le cordon ombilical, spirituel, occulte, ésotérique, soit rompu. Et ce sont les initiés qui devront le faire. Vous ne pouvez pas demander à un être humain en évolution ou à un être humain qui fait une recherche spirituelle de briser le cordon ombilical entre lui et l'initié parce que l'initié a tellement une grande capacité de répondre à ses besoins que si lui-même ne fait pas la sévérance, l'homme ne le fera pas. Et pendant l'évolution, les maîtres ou les gens qui se sont occupés des hommes, excepté quelques-uns, ont toujours cherché à maintenir une connexion avec ces êtres sensibles qui les ont suivis ou qui les ont supportés ou qui les ont aimés. Et pendant l'évolution, c'était nécessaire, c'était bon parce que l'homme avait besoin de vivre un rattachement avec ces personnages. Mais dans l'évolution future, ce sera le contraire, parce que l'homme doit intégrer son énergie à un tel point qu'il pourra, dans un certain temps, avoir la certitude mentale de son identité complète. Il ne peut pas avoir cette identité complète s'il est le moindrement spiritualisé dans son énergie, s'il est le moindrement lié à l'initié, s'il est le moindrement lié à une forme de connaissance qui vient d'un personnage matériel. Et ceci est très important. Un initié, c'est un être, en tout cas, les nouveaux initiés, l'homme nouveau, moi, c'est un être qui n'a pas de cœur dans le mental, qui n'a pas de sentiment dans le mental. Ceci ne veut pas dire que l'initié est un être qui est froid. Ceci veut dire simplement que l'initié, en tout cas l'initié solaire, a suffisamment conscience des lois de l'énergie pour ne pas tomber dans la trappe ancienne, évolutive, du maître spirituel. Sinon, les hommes ne seront jamais affranchis de l'autorité. Et la grande caractéristique de la fusion de l'homme nouveau, c'est justement cette capacité chez lui de finalement pouvoir sentir cette autorité qui fait partie de lui, qui fait partie de sa fusion, de son intégration. L'homme nouveau est indépendant d'esprit, il est indépendant dans l'esprit, il est harmonisé avec l'esprit des hommes, mais il est indépendant dans l'esprit parce que la fusion, c'est la relation étroite, cosmique, interplanaire entre l'ego et la source, le double, l'ajusteur de pensée, appelez ça comme vous voulez. Et cette connexion, cette relation, cette étroitesse de relation est à la base même, et c'est la fondation de l'homme nouveau. C'est la manifestation de l'unicité de sa conscience. C'est la réalisation sur le plan matériel de l'inviolabilité psychique de l'être humain. Si aujourd'hui, moi, en tant qu'initié, je lutte tellement contre, par exemple, les formes de relations ombilicales qui existent entre l'homme et les plans, par exemple, la médiumnité inconsciente, le contact avec l'astral, l'ouverture des centres psychiques qui résultent de certaines activités que les hommes ne comprennent pas dans la mécanicité. Par exemple, les gens qui jouent avec le Ouija board, par exemple. Donc, comme les hommes ne connaissent pas ces lois doivent être expliquées pour que l'homme sensible, conscient, l'ego spirituel, l'ego en voie d'évolution, ne devienne pas éventuellement prisonnier de ces forces psychiques, de ces entités
qui voudront le garder sous leur emprise indéfiniment jusqu'à temps que lui ait suffisamment d'éclair dans le mental ou de lumière dans le mental pour casser avec. Donc l'initié doit protéger l'homme contre les entités psychiques astrales, donc contre les forces qui font partie de l'invisible inconscient. Il doit protéger l'homme contre les hommes qui mystifient les hommes à cause d'un certain savoir. L'initié, c'est un être qui ne s'appartient pas. Et on ne peut pas dire non plus qu'il appartient à l'humanité. C'est un être qui passe un stage, qui fait un stage. Et selon sa conscience, selon sa capacité de comprendre l'invisible, les mystères de la vie, selon sa capacité de décoder la vibration, il a le pouvoir au niveau du mental. L'homme découvrira au cours de l'évolution future qu'il n'y a pas de limite au savoir dans tous les domaines de la conscience. L'ignorance disparaîtra de la conscience humaine. Mais pour que l'homme en arrive à éliminer l'ignorance de sa conscience, il faut qu'il puisse décoder la vibration. Et pour décoder une vibration, ça prend beaucoup de conscience. Un peu comme le cerveau électronique qui décode l'énergie électromagnétique et la reformule. C'est la même chose, c'est le même phénomène qui se produit au niveau de l'initié. Il doit décoder la vibration. Si la vibration est encodée, à ce moment-là, l'homme est assujetti à une autorité dans l'invisible. Il est assujetti à une entité. Il est assujetti à une planification très organisée de son mental. C'est anti-lumière, c'est anti-homme, c'est anti-fusion, c'est anti-unité. Mais pour que l'homme en arrive à décoder la vibration, il faut que l'initié l'aide, au début, à décoder lui-même sa propre irréalité. Il faut que l'initié lui fasse comprendre les lois du mensonge. Il faut qu'il lui fasse comprendre les lois du mental. Il faut qu'il lui fasse comprendre la source de la pensée. Vivre la pensée, c'est pas suffisant. Il faut savoir d'où elle vient, cette pensée. Qui nous la donne? Qui nous la transmet? Et ensuite, il faut qu'il apprenne à l'homme comment travailler avec les différents niveaux de pensée, les différents niveaux subtils de la pensée, pour en arriver un jour à éclater dans son propre monde mental, c'est-à-dire dans ce plan ou dans cette dimension, où l'énergie créative fait partie instantanément de la conscience égoïque en intégration et en fusion de conscience. Et s'il s'agit de renaître de l'esprit, ça sous-entend qu'on est déjà né de l'esprit. Comment se fait-il que si l'on est né de l'esprit, qu'il faut renaître? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps-là intermédiaire? Est-ce qu'on s'est endormi quelque part? On est né de l'esprit, mais on a perdu conscience. Et le mot renaître de l'esprit est très dangereux. Il est utilisé dans le monde aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a plein de gens qui renaissent de l'esprit. Et ce serait très intéressant de voir de quel esprit ils renaissent. La plus grande découverte du siècle dans le domaine d'ailleurs, la plus grande découverte des siècles, dans le domaine occulte, dans le domaine de l'ésotérisme, dans le domaine de la pensée réellement vierge, c'est l'existence dans le cosmos et sur le plan matériel de notre Terre du mensonge cosmique. À partir du moment où l'homme a vu et a compris que le mensonge cosmique existe, qui fait partie de la programmation évolutive de l'âme, qui fait partie de l'ordre des grandeurs, de la dimensionnalité de la pensée, il lui fut possible de commencer à se disconnecter de ces plans, qui souvent sont très spirituels, très mystifiants, mais qui constituent une menace très grande pour l'humanité, en ce qui concerne l'individualisation de l'homme, l'intégration de l'homme, le développement d'une conscience unitaire. Donc, naître de l'esprit. Il y a 2 personnes qui sont venues chez moi il y a quelques semaines. Il y a des gens qui se promènent et qui frappent à la porte des maisons. Des témoins de quelque chose. Et ils sont venus chez moi et ils sont
nés de l'esprit. Ils sont venus vous annoncer la bonne nouvelle. Si ces gens étaient réellement nés de l'esprit, Ils ne seraient pas venus frapper à votre porte. Ils auraient été avertis en cours de route. autrement dit, un être qui est dans l'esprit. D'ailleurs, il ne s'agit pas pour l'homme de renaître à l'esprit. L'esprit est toujours dans l'homme. Il s'agit pour l'homme de renaître à lui-même. Donc, renaître de l'esprit, ça peut être très dangereux. Parce que l'homme ne sait pas de qui il renaît. Mais renaître à soi-même, d'une façon intégrale, ça implique naturellement que l'homme renaît à son esprit. Et on doit renaître à notre esprit, pas de l'esprit. On doit renaître à son esprit. Chaque être humain a une source, sa source. Donc renaître de l'esprit, c'est beaucoup dire. Moi, je ne voudrais pas être comment vous dites? Oh, je ne chercherai même pas. Renaquis de l'esprit. Non. L'homme doit renaître de son esprit, doit renaître dans son esprit, doit prendre conscience de son esprit, pas n'importe quel esprit. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est ça qui se passe dans le monde, et ça on n'y peut rien, parce que ça fait partie de l'évolution. Mais on y peut quelque chose, parce qu'on peut finalement expliquer tous les mouvements subtils et sournois de l'esprit. Bon, alors, vous affirmez qu'il existe donc un mensonge cosmique. Vous en avez déjà parlé à plusieurs fois, plusieurs reprises. Mais ce qui serait intéressant de savoir si l'effet et le mensonge cosmique, il doit y avoir une cause, autrement dit un menteur cosmique, qui est-il? Le menteur cosmique, qui est-il? Oui. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, la pensée. Qui est la source du mensonge cosmique, autrement dit? La pensée, tout d'abord, c'est une énergie, c'est une forme. En elle-même, elle représente l'organisation psychique vibratoire d'un espace-temps immatériel que l'on peut appeler un monde. Cette pensée, ou la pensée, en elle-même, est indivisible et inséparable d'une conscience qui la met en mouvement. Autrement dit, dans le cosmos invisible, la pensée ne flotte pas comme ça et ne se rend pas à destination par elle-même. La pensée, elle est propulsée vers un cerveau. Donc, il y a dans le monde invisible différents plans de conscience et il y a des êtres qui ont comme travail de propulser la pensée vers le cerveau, autrement dit, de lui donner une vibration qui fait partie de la vibration de chaque individu. Et cette pensée, tant que l'homme n'est pas conscient, elle est subie par l'homme. Donc, il vit une conscience expérimentale. Elle n'est aucunement créative, dans ce sens que l'homme, en tant qu'égo, n'a pas la capacité créative de l'utiliser parfaitement. C'est elle qui l'utilise lui parfaitement. Utiliser parfaitement, est-ce que ça veut dire de la personnaliser? Utiliser parfaitement la pensée, c'est être capable de la faire vibrer, non pas à partir du plan astral, mais à partir du plan mental. Autrement dit, une pensée doit être mise en actualisation, doit être dirigée vers un homme à partir d'un plan qui est lui-même, et non pas à partir d'un plan qui n'est pas lui-même. C'est pourquoi le concept, si vous voulez, du double, ou de l'ajusteur de pensée, ou de la source, le principe cosmique de l'homme, cette énergie, cette source intelligente qui fait partie de lui, a la fonction de faire vibrer la pensée et de diriger cette pensée par rayonnement vers l'homme qui est le récepteur. Bon, mais un ajusteur de pensée, c'est quasiment un pseudonyme. Ça cache probablement une identité véritable, autrement dit, une intention qui est voilée. Oui, un ajusteur de pensée, c'est une entité réelle, c'est un être de lumière qui évolue sur le plan mental, qui fait partie des mondes de la lumière et qui est connecté dans le temps et dans l'espace à l'homme, à l'âme, et qui l'a fait évoluer
lentement, lentement. Et vous dites que eux autres évoluent aussi. Oui, les ajusteurs de pensée évoluent aussi parce que ils ont comme mission non pas simplement de faire la connexion avec l'homme pour faire évoluer les espèces biologiques, mais ils ont aussi comme mission d'étudier l'énergie et ses comportements dans les mondes de la lumière, dans les mondes où eux sont en évolution. Tout évolue dans l'univers, non pas simplement les hommes, non pas simplement les royaumes inférieurs, mais aussi les plans supérieurs. Il y a, oui. Oui, mais là, ça devient important, là. Comment est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils évoluent en nous faisant gober le mensonge cosmique? Le mensonge cosmique, ça fait partie de l'organisation involutive du monde astral. Et pour que ces êtres-là puissent faire reconnaître à l'homme l'existence du mensonge cosmique, ils sont obligés de forcer l'homme à n'en vivre des aspects pour ensuite le corriger. Autrement dit, la lumière ne laissera jamais tomber l'homme, mais elle va le tester. C'est la science du bien et du mal, ça. C'est le discernement qui s'opère à travers. Ça fait partie de l'évolution du discernement jusqu'au jour où l'homme sera totalement lucide. Un homme ne pourrait pas avoir accès à l'intelligence créative totale, pure, sans coloration, simplement par manifestation. Son cerveau ne pourrait pas le prendre, son être psychique, ses émotions, sa mentalité. Ce serait un désastre. Mais il peut être amené petit à petit à voir le mensonge cosmique, à le voir, et à le voir, et à le voir, et à le voir. Donc, ces êtres-là sont extrêmement intelligents de leur propre connexion, qui est l'humain. Ils connaissent parfaitement l'homme. Et ils connaissent ses faiblesses, ils connaissent ses qualités, ils connaissent ses défauts, ils connaissent ses failles. Et ils vont travailler avec l'énergie ambiante, l'énergie de l'âme, toute la mémoire, lorsque le temps est venu, pour faire avec lui une connexion, éventuellement une intégration, éventuellement une fusion. Donc on ne peut pas s'attendre de leur part à une espèce de révélation de la vérité. Ah non. Et d'ailleurs, la vérité, comme j'ai déjà dit, c'est l'interface du mensonge. Il n'y a rien de plus dangereux que la vérité, parce que la vérité, on a été habitué à y croire. Mais vous savez que dans la cosmogonie durantien, par exemple, l'ajusteur de pensée, il y a un rôle quasi divin. Il n'est pas un mensonger cosmique ou un messager cosmique mensonger. Il y a quelqu'un qui est porteur de lumière, de vérité. L'ajusteur de pensée est un être qui est un être de lumière. Donc il joue un jeu. Il joue un jeu qui va éventuellement déboucher sur une fusion. Il joue un jeu qui va déboucher sur une intégration. Mais de là à s'imaginer que l'ajusteur de pensée va fixer dans l'homme seulement des pensées d'ordre parfait, c'est une illusion spirituelle. Mais vous, lorsque vous avez vécu la fusion, cette énergie-là vous a été imposée dans son intégralité? Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour pas que les fuses sautent? Parce que dans ma fusion, les fuses ne pouvaient pas sauter, parce que dans la fusion, la personnalité était disconnectée. Donc à ce moment-là, les réactions d'ordre émotif, subjectif, égocentrique, égo-spirituel n'existaient pas. Donc, autrement dit, vous avez déjà préparé. Est-ce que vous avez déjà préparé à ce contact? La préparation, elle est de longue date. L'homme vient sur le plan matériel, il est déjà prêt. Mais lorsque la fusion s'opère, l'expérience... Pardon. Mais la perte de la personnalité, est-ce que c'est une conséquence de ce contact-là? Dans mon cas, intrinsèque? Oui. Le contact se fait, la personnalité est évacuée, elle éclate. Oui. Bon. Dans mon cas, ça c'est mon expérience. Mais ce n'est pas une expérience nécessaire pour l'homme. Dans mon cas, c'était nécessaire parce que je devais, au cours des années, vivre l'initiation solaire jusqu'au bout pour en arriver finalement à découvrir le mensonge cosmique. Une fois que le mensonge cosmique était découvert, à ce moment-là, j'étais libre, moi, au niveau de la personne,
de revivre mon énergie sur le plan de la personnalité, mais libre du connu, libre de tout ce qui fait partie de l'involution. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils réussissent encore à travestir l'information? Ils essaient, mais je vois à travers. Mais ça devient un jeu. Parce que ces êtres-là aiment beaucoup l'homme, ils sont très près de l'homme, ils aiment beaucoup communiquer avec l'homme. Moi, je ne suis pas tellement intéressé à communiquer avec eux parce que je communique avec les hommes, je communique avec ma femme, avec mes amis. Parler avec eux, ça peut devenir extrêmement fatigant parce qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles aujourd'hui. Et comme ils vivent dans une autre dimension, je vous donne un exemple. Quand j'écris un livre, c'est de la communication intégrale. Ce n'est pas de l'écriture automatique. C'est de la communication que je transpose sur le livre. Bon. Dépendant du type de livre que j'écris ou que j'écrirai, à ce moment-là, c'est intéressant de vivre la communication avec eux parce que moi-même, j'apprends quelque chose au fur et à mesure que j'écris. Mais si je vivais ce livre dans ma tête ou si je vivais ce qu'ils me diront dans les autres livres, supposons qu'ils décident, par exemple, d'écrire un livre sur la genèse du surhomme, l'évolution de l'homme de demain, l'évolution de l'homme sur une base de 2500 ans, vous pouvez vous imaginer que psychologiquement, étudier l'homme, regarder l'homme sur une base d'évolution de 2500 ans, ça peut être très fatigant pour le cerveau. Certainement. Donc, à ce moment-là, pour le faire, il faudrait que la communication se fasse d'une façon intégrale, c'est-à-dire que je le mette sur le papier, mais moi, je ne suis pas intéressé à vivre la communication dans ma tête avec eux en ce qui concerne l'évolution de l'homme pour 2500 ans, parce que je ne suis pas intéressé à la connaissance. Probablement une des grandes conséquences de la fusion sur la Terre au cours de l'évolution sera la réalisation chez l'être humain qu'une fois qu'il est plugué, une fois qu'il est en fusion suffisamment avancé avec la source, il n'a plus besoin du mécanisme de réflexion pour apprécier le niveau de connaissance, donc pour apprécier la compétence de son mental. Il viendra un point où l'homme n'aura aucun intérêt à vivre ou à sentir la compétence de son mental. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de réflexion dans le mental. Donc, à ce moment-là, l'homme devient un canal, l'homme devient une extension dans le temps spatio-temporel de la Terre pour travailler, créer, développer et construire. Là, ça devient intéressant de travailler en étroit rapport avec ces êtres-là. Si l'homme a besoin de savoir plus, s'il a besoin de comprendre plus, à ce moment-là, il faut qu'il sorte de son corps matériel. Mais à ce moment-là, il n'est plus limité par tout l'appendage mécano-psychique de ses centres. Il n'est plus limité par l'émotion, il n'est plus limité par la mémoire, il n'est plus limité par le corps matériel. Il peut, à ce moment-là, être en contact avec ses intelligences sur un autre plan et là, étudier en profondeur les plans, l'avenir, les royaumes, l'évolution, le cosmos local, le cosmos universel, ainsi de suite. Mais quand il revient à son corps matériel, il est libre de ce qu'il sait. Il ne ramène pas dans sa conscience matérielle le lourd fardeau de cette investigation, de ce savoir. Sinon, la vie sur le plan matériel sera absolument abominable. Vous vous imaginez un homme qui reçoit de l'information concernant l'évolution de la galaxie, de la Terre, du système solaire sur des milliers et des milliers d'années. Comment voulez-vous qu'il aille chez Benz manger un hot dog? Il y aurait tellement de disproportions. D'ailleurs, l'homme nouveau va comprendre lorsque nous disons, par exemple, que l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, c'est la descente dans le mental humain d'une nouvelle vibration et que l'intelligence est une énergie et que l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence dans le sens que nous le percevons, nous, les hommes de l'évolution. L'intelligence est une énergie que l'homme est capable de décoder instantanément, mais dont il est libre dans la réflexion, dont il est libre dans le mémoriel. C'est ça qui permet à un homme conscient, intégral, en fusion, de parler, d'ouvrir et de développer, autant pour le monde que pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mémoire. Donc, il ne souffre pas. La mémoire pour un initié deviendrait une source de souffrance. La mémoire pour un initié deviendrait un facteur responsable pour le développement d'une dépression très très grande qui éventuellement le forcerait à mourir avant son temps. On ne peut pas
On ne peut pas, et ils sont très intelligents sur les plans, ils le savent, ils le disent. Souvent, nous demandons des questions, nous avons tendance à demander des questions parce que nous ne sommes pas habitués encore à cette descente instantanée du savoir. Donc, l'ego essaie d'aller un petit peu plus loin, l'ego a de la curiosité, et rendu à un certain point, ils disent, ce n'est plus important, ou ce n'est pas important, ou tu en parleras plus tard, ou tu l'écriras plus tard, ainsi de suite. Pourquoi? C'est pour protéger l'homme qui est encore dans un corps matériel qui est extrêmement sensible à une trop grande descente d'énergie. Par contre, si l'homme écrit à ce moment-là, le livre sert de pont entre l'énergie et son cerveau, et l'homme ne perd pas d'énergie. Tu ne souffres pas quand tu écris. La machine, elle fonctionne, tu écris. Et quand tu lis, c'est intéressant, tu as appris quelque chose. Mais si l'homme apprenait dans sa tête ce qu'il va écrire, à ce moment-là, il brûlerait, comme vous dites, des fuses. Et ça, c'est très difficile pour l'être d'aujourd'hui de comprendre. C'est très difficile. Souvent, les gens disent, comment vous faites? Vous ne pensez pas? Vous avez très peu de mémoire? Et je réponds toujours, c'est pas nécessaire de penser. Si je vis une activité mentale, c'est de la communication, mais pas trop longtemps, parce que ça devient fatigant. Et de la mémoire, mais elle est là, ils la font ressurgir, cette mémoire. Seulement, elle n'est plus mécanique, elle est rendue utile. Effectivement, l'homme a une très grande mémoire, mais l'homme inconscient se sert trop de sa mémoire pour se donner au niveau de l'intellect une certaine prestance intellectuelle, une certaine conscience d'un certain savoir. Mais lorsque l'homme vivra le contact avec les sphères, lorsqu'il vivra la fusion ou cette connexion avec la source, il perdra un peu de mémoire, mais elle sera récupérée instantanément par la source. Donc il n'y a pas de perte de mémoire. Mais dans cette fusion-là, vous êtes donc forcé d'accepter que ce soit eux qui vous dictent quoi penser, quoi dire, quoi faire. Ça fonctionne pas. Faut avoir drôlement confiance sur la finalité, sur leur objectif. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Parce que c'est quoi le but de tout ceci? Est-ce que c'est le développement du potentiel cérébral? Si oui, pourquoi faire? C'est quoi la finalité? La finalité, c'est la fusion. La fusion, c'est la fusion de l'homme et de cette source. L'unité de cette source. Mais si cette fusion-là nous donne pas le potentiel de manifestation, autrement dit, s'il n'y a pas de pouvoir qui va avec l'information, à quoi ça sert? Je comprends que vous parliez depuis une dizaine ou douzaine d'années en public. Je comprends effectivement ce qu'on a vu dans la première partie, que vous émettiez le vœu qu'il y ait des personnes qui reconnaissent ce potentiel d'intelligence sur la planète et qui vont dans cette direction-là et qui éventuellement vous sollicitent. Mais en attendant, vous êtes seul à le manifester. Je ne veux pas dire que je ne suis seul à attendre. Je ne suis pas seul. Il y a des hommes sur la Terre dans différentes régions qui vivent ce contact. Mais il y a des clés qui leur manquent. Et ces clés vont venir. Ces clés vont venir vers eux avec le temps. Et lorsqu'ils auront ces clés, ils comprendront ce que depuis longtemps ils ont intuité. Mais tout ceci fait partie de l'évolution de la race humaine. Bon, alors c'est une course à relais. Ça, autrement dit, il faut que vous ayez la capacité de recevoir l'information, de la transmettre, sachant que d'autres vont être édifiés avec cette information-là, puis vont poursuivre la course à relais en se transmettant le flambeau. Mais vous-même, dans une vie, vous ne pouvez pas avoir d'action décisive dans votre environnement, dans la société. Avoir une action décisive dans l'environnement ou dans la société serait un vœu égoïque, ce serait un vœu égocentrique, que si dans un temps ou dans un autre temps, je dois avoir une action conséquentielle dans la société, parce que ça fera partie de ma vibration, à ce moment-là, je le ferai. Mais moi, je vis ma vie d'homme, ou ma vie d'homme. Je veux même pas dire ma vie d'initié, parce qu'une vie d'initié, c'est pas une vie. Mais ma vie d'homme, maintenant, parce que j'ai intégré l'énergie, à ce moment-là, c'est suffisant pour moi.
L'initié, il est toujours derrière l'homme. L'initié est toujours dans l'invisible de la personne humaine. L'initié ne peut pas être éliminé de la conscience de l'homme, mais par contre, l'initié peut ne pas interférer avec l'homme. Mais ceci demande que l'homme ait connu les lois du mensonge cosmique. C'est ça qui me permet, moi, en tant qu'homme, de vivre une vie très normale, très naturelle, aujourd'hui, après 14-15 années d'initiation, et de vivre une vie normale dans tous les sens. Par contre, il est évident que lorsque j'entre dans la vibration, lorsqu'elle se manifeste, cette vibration, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur d'autres plans, elle se manifeste et elle fait ce qu'elle doit faire. Mais moi, en tant qu'homme, je ne suis pas intéressé je ne suis pas intéressé à quoi que ce soit. Mais je suis intéressé à quoi? Je ne peux pas être intéressé. Être intéressé à quoi? Comment voulez-vous que je suis intéressé si je ne peux pas réfléchir? Mais je peux agir. Donc déjà, l'action étant créative, elle crée un plaisir dans l'esprit. Elle crée un plaisir sur le plan matériel, elle crée un plaisir sur le plan de mes centres, elle crée un plaisir dans l'être matériel qu'on appelle l'homme. Mais je ne suis pas intéressé. J'ai beaucoup de plaisir avec vous maintenant. Je suis ici, on parle. Et ma vie, elle s'arrête ici. Je ne suis pas demain ou hier ou avant-hier ou la semaine prochaine. Je peux pas sortir de cet instantané. Donc, présentement, j'ai avec vous un plaisir qui est total. Et c'est tout ce qui me suffit. Mais ensuite, quand je vais sortir de la salle, il y aura un autre plaisir. Bon, il semble que dans la fusion, vous n'ayez pas eu le choix. Ce n'est pas un choix égoïque, je veux dire, c'est une imposition. Bon. Aujourd'hui, avec tout ce que vous savez, avec tout ce que vous avez vécu face à cette fusion, si c'était à refaire, le referiez-vous consciemment, volontairement? Oui, dans la mesure où je saurais que j'en arriverai au même point, oui. Est-ce que ça vous avait été caché au moment de la fusion, les étapes que vous alliez parcourir? Oui, toutes. Mais oui, tout devait m'être caché, parce que si ça ne m'était pas caché, j'aurais vécu une dépression terrible. C'est terrible. Il y a des aspects de ma vie que je connaissais, des aspects dans ce sens, les hauts points de mon expérience. Quand je vais terminer ma fusion, quand ma femme va finir son initiation avec moi, des hauts points de grande souffrance intense. Mais tout le mouvement à travers ce temps-là m'était totalement caché, et heureusement que ça m'était caché. Mais je vous donne un exemple. Lorsque j'ai vécu ma fusion en 69, j'ai été envoyé dans la jungle, au Mexique, pour me permettre de récupérer pendant quelque temps. Ah, c'est une drôle de place pour aller récupérer, en tout cas. Et on me disait, lorsque tu iras dans la jungle, tu mourras. Et ça, c'était au début de ma fusion. Alors, vous vous imaginez que se faire dire qu'on va mourir, ça crée un choc. Et j'ai été dans un état de dépression terrible. Et j'ai vécu une initiation là-bas. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que tu mourras sur le plan de l'ego. Si on m'avait dit ça avant, je me dirais, bon, ben, je vais y aller dans la jungle, mourir sur le plan de l'ego. Ouais, tout de suite, donnez-moi une pirogue et voilà, donnez-moi, je vais y aller. C'est merveilleux, ça. Tout le monde veut mourir sur le plan de l'ego. Mais c'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a dit, tu vas mourir. Et ça l'a mis la mort à l'ego. Vous comprenez comment ils sont intelligents? Parce que si on m'avait dit, tu vas mourir sur le plan de l'ego dans la jungle, ah ben, j'aurais dit, bon, ben, je vais amener mes notes, je vais amener un photographe avec moi, démontrer à l'humanité comment je suis entré dans une grande forme de mysticisme pour atterrir finalement sur le tarmac du nirvana. Ouais, ils vous ont dit que vous alliez avoir le sida, mais ce qu'ils vous ont pas dit, c'est qu'il y avait un vaccin. Voilà. Ça choque. Donc, c'était terrible comme expérience, terrible comme expérience. Et il n'y avait pas moyen de voir autour, parce que la communication qui se fait, elle est totalement contrôlée. Et si vous dites, je vais mourir dans la jungle, ils te disent oui. Donc, ça force les émotions, ça. Et ça force l'intellect à être totalement fragmenté.
Et tu le sais. C'est comme un type qui va à la prison et qui va être électrocuté. Ça doit être terrible comme expérience pour ces gens-là. Mais eux, au moins, ils ont fait un certain mal. Tandis que moi, je n'avais rien fait. D'ailleurs, je n'ai pas demandé personne. Je n'ai jamais cherché la connaissance. Comme j'ai déjà dit, quand j'étais inconscient, j'étais un intellectuel, moi. Je lisais les livres, je lisais la physique, la chimie, l'ingénierie, ça m'intéressait. Donc, la recherche spirituelle, ça faisait pas partie de mon expérience. Donc, la fusion, ça a été terrible. Cette connexion-là, ça a été terrible pour le mental humain. Mais, par contre, tous mes principes étaient en fusion. Donc, pas seulement le mental, l'émotion et le plan vital, mais aussi le corps physique. Donc, même si je voulais me fracasser la tête contre le mur, je ne pouvais pas le faire. C'est comme ça qu'il pouvait m'induire, me faire pénétrer dans une initiation très difficile, qui effectivement était un martyr mental, mais en s'assurant que moi, en tant qu'être sur le plan matériel, je ne réagirais pas par réflexe à cette souffrance pour me détruire. Et ça, c'est ça qui m'a permis de passer à travers. Alors que l'homme n'a pas à vivre ceci. L'homme entrera graduellement dans un état de fusion de plus en plus avancé. Il n'a pas à vivre une fusion à l'instantané. Et c'est merveilleux, parce qu'une fusion dans l'instantané, c'est une terrible expérience que certains êtres peuvent vivre sur une planète, mais qui n'est pas nécessaire pour tous. Donc l'homme va, au cours de l'évolution, entrer dans cette conscience, il va fusionner de plus en plus, il va intégrer de plus en plus, et il va, avec le temps, avoir une réalité intégrale. Mais pour l'initié, ça fait partie de sa vie, ça fait partie de son temps. Il est marqué, mais il ne le sait pas d'avance. C'est comme une bombe. C'est pour ça que je ris souvent quand je fais des séminaires, parce qu'il y a des gens qui viennent dans mes séminaires et qui disent « Est-ce que je vais fusionner en fin de semaine? » Et c'est terrible de penser comme ça. Fusion garantie ou argent remis? Fusion garantie ou argent remis. Et si l'homme avait une mesure de la souffrance qui est liée à la fusion, l'homme ne serait pas intéressé à la fusion. C'est pour ça que l'homme va être amené au cours de l'évolution lentement à cette fusion. Mais au passage de la personnalité à la personne. Sinon, c'est se prendre au sérieux. Qui veut fusionner? Moi, j'ai perdu 15 ans de ma vie, dans un sens. J'ai perdu 15 années de ma vie. J'aurais pu être un ingénieur, j'aurais pu travailler dans la société, j'aurais pu vivre comme tout le monde dans la sale vie. Et ces 15 années, 14 années de souffrance m'ont complètement coupé du monde en ce qui concerne un rapport naturel avec le monde. J'ai été 7 ans sans pouvoir rire. Vous savez que pouvoir rire, l'homme le prend comme une seconde nature. Tout le monde peut rire. Et moi, je ne pouvais pas rire. Il n'y avait rien sur le plan matériel qui pouvait me faire rire. J'ai commencé à rire en 1976. Je ne pouvais pas m'amuser, je ne pouvais pas donner à ma famille ou à ma fille ces petites choses qui font partie de la vie de tous les jours, comme un arbre de Noël à Noël, des petits cadeaux. C'était très dur. Mais en 76, j'ai fait un petit arbre de Noël. Ça a été mon premier arbre de Noël. J'ai commencé à vivre en 76. J'ai pas commencé à vivre en 84. J'ai commencé en 76 à vivre, 7 ans après. Et en 84, j'ai commencé réellement à vivre, mais mon initiation n'était pas finie. C'est en 84 que j'ai vécu mes plus grandes souffrances, mais que j'étais le plus capable de les supporter. Mais c'est en 84 que ma femme a vécu ses plus grandes souffrances et que j'ai été obligé de la supporter. Mais si je n'avais pas pu supporter mon énergie, je n'aurais pas pu supporter ma femme. Ok, alors c'est donc un cycle de 7 ans. La prochaine, c'est en 91. Oui, mais maintenant, mon initiation est terminée. 2 cycles de 7 ans, c'est assez long. Mon initiation est terminée. Je n'ai pas fini la transmutation de mes corps. La fusion n'est pas totale. Elle n'est pas finie, la fusion. Mais elle est suffisamment avancée pour me permettre de travailler dans le monde. Sinon, je ne pourrais pas travailler. Tu ne peux pas travailler tant que tu n'as pas suffisamment intégré cette énergie. Donc, je peux travailler, je peux parler, je peux écrire, je peux donner des conférences dans le monde.
Et au cours des années futures, je vais pouvoir faire d'autres choses, mais ça, ceci, ça fait partie du secret de ma fusion. Je ne peux pas parler de ces choses. Mais ce sera facile de faire ces choses. Mais déjà, je suis suffisamment ajusté à cette énergie, je sais suffisamment comment elle fonctionne pour ne pas la subir. Donc, à partir de 84, j'ai commencé à utiliser créativement cette énergie. C'est pour ça que maintenant, à partir de 84, je commence à me sentir un homme normal, aussi normal que les gens dans la salle, aussi normal que les gens dans la salle, même je dirais plus normal, parce que j'ai beaucoup plus ma vie sous mon contrôle. Je fais ce que je veux. Je connais mon avenir, je connais mes décisions, je travaille toujours avec l'énergie, je travaille avec le temps d'une façon parfaite. Donc, automatiquement, ma vie aujourd'hui est agréable. Mais mes corps sont très sensibles, ma conscience est très grande, donc je ne peux pas subir trop de contrariétés. Si je vis de la contrariété, je casse la contrariété. Mais ça, c'est le résultat d'avoir de la lucidité. Je suis lucide. Je n'ai pas simplement du discernement maintenant. J'ai de la lucidité. Je vois à travers le jeu. Mais on me fout la paix parce que on ne peut plus me faire, on ne peut plus me garder dans l'initiation. J'ai rejeté l'initié en 84. Je me considère un homme normal. Je n'aime pas le terme d'initié. Je suis un homme normal avec une conscience créative. Tandis qu'en 84 et avant, j'étais réellement un initié. Si on m'approchait, on vivait automatiquement une initiation. Et avant ça, avant que je sois dans le public, si on m'approchait, on ne pouvait plus sortir de ma vie. Je créais réellement un champ d'énergie suffisamment puissant pour garder tous ces gens-là dans une vibration de haute transformation au niveau des corps. Et ça faisait partie de tout le mouvement nécessaire à la transmutation dans mon corps émotionnel. J'ai rencontré, au début de ma fusion, j'ai rencontré des hommes d'une grande spiritualité, mais d'un autre côté, des hommes extrêmement violents. Des hommes dont la violence était spiritualisée. Vous vous imaginez une violence spirituelle, ce que ça peut faire? Mais ça a servi à quoi? Ça a servi à transmuter mon corps émotionnel pour que je n'ai aucunement de crainte, pour que je ne connaisse pas la crainte. Et c'est quoi une violence spirituelle? Est-ce que c'est un aspect une violence spirituelle? C'est une forme de fanatisme. C'est une forme de fanatisme. C'est une forme de voile qui descend sur la conscience humaine spirituelle et qui a pour fonction de donner à la violence une fonction occulte. Autrement dit, on m'approche et on me dit, bon, mais tu es un initié, tu as besoin d'être protégé. On va te protéger. Et ces gens-là, c'était des gens très forts sur le plan matériel, aussi très puissants physiquement. Donc moi, je suis un petit homme. Et il me fallait les confronter dans leur force matérielle. Et ça, confronter un homme dans sa force matérielle, lorsqu'il vit une violence spiritualisée, c'est terriblement difficile parce que vous ne savez jamais s'il va pas vous tuer, mais presque vous tuer. Et ça a été pour moi les plus difficiles années de ma vie au début. Et pourquoi aviez-vous besoin de ces gens-là dans votre entourage? Vous aviez besoin d'un auditoire? Oh, ce n'était pas moi. Ça faisait partie des connexions, des liens que je faisais avec les gens. Ça faisait partie de ma fusion. Mais qu'est-ce que c'est qui créait ce champ de force, ce champ magnétique? Est-ce que c'était vos propos, vos paroles qui maintenaient les gens captifs de ce champ de force? Oui, mes paroles étaient responsables pour ça, mais aussi ma voyance. Ce qui se produisait, c'est que ces gens-là partaient des États-Unis ou partaient d'Europe, ils venaient au Canada, ils venaient à ma porte. Et ils me disaient, bon, on nous a envoyés. Bon, je disais, entrez, on va prendre un petit café. Mais une fois qu'ils étaient entrés chez moi, je parlais, moi, dans ce temps-là. Aujourd'hui, je parle, mais je contrôle ce que je parle. Je parle le moins possible. Mais dans ce temps-là, je n'avais pas
la science de l'énergie comme je l'ai aujourd'hui. Donc l'énergie, elle passait et elle magnétisait tout sur mon passage. Donc à ce moment-là, ces gens-là devenaient extrêmement liés à moi. Et une fois que ces gens-là sont liés, vous savez ce que peut être un lien occulte. Donc c'est très difficile de briser un lien occulte. Et si vous ajoutez à ça la force physique, c'est très difficile. Il fallait que je le fasse. Donc, au cours des années, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Et ces gens-là étaient déjà sensibles. C'est déjà des gens qui pouvaient souffrir énormément au niveau du plexus solaire lorsque je disais quelque chose qui était malgré moi. Donc, ça créait des réactions du tonnerre et je devais vivre ça au niveau du plexus solaire. J'ai tellement souffert au niveau du plexus solaire que, à un moment donné de ma vie, je sentais une boule dans mon plexus solaire qui était à peu près grosse comme ça. Et elle était fixée là, et il a fallu que je la sorte complètement. Et ça s'est produit une journée lorsque je suis allé à Laval. J'étais dans un taxi, et je devais rencontrer quelqu'un, et il y avait une erreur au niveau de l'adresse, beaucoup de souffrance, beaucoup de manipulation de mes centres. Et j'ai fait une colère dans le taxi. Ce cher chauffeur a dû vivre des moments absolument difficiles. Traumatisant, ouais. Et j'ai crié dans le taxi et cette boule, elle est sortie, et je l'ai vue sortir avec mes yeux éthériques, et elle est sortie du taxi et je n'ai jamais souffert ici ensuite. Et là, Glenn, il a dit, j'ai vu un ovni au-dessus de Laval. Il a fait toute une émission là-dessus. Et depuis, le monde est sur le mont Saint-Hilaire et il attend le prochain passage du plexus solaire de Bernard, qui passera jamais. Je parle de ces choses-là dans le public simplement parce que j'aime le public. Ce ne sont pas des choses qui se comprennent facilement, mais ce sont des choses qui sont extrêmement pénibles pour un homme. Et après cette période-là, il y a une autre période. L'homme, la plus grande mystification de l'homme face à l'invisible, face à son être, face à son moi universel, face à la conscience universelle, c'est l'impression qu'il a, et ça fait partie de sa spiritualité, ça fait partie de ses voiles. C'est que, un jour, dans le temps, ces forces, cette lumière, va descendre et va le nourrir comme un petit oiseau. Ça, c'est la plus grande illusion de l'homme dans la terre. L'homme nouveau, à quelque niveau de conscience qu'il aura accès, quelque créativité qu'il aura, il sera obligé d'aller l'arracher à la source. Et un homme qui ne comprend pas ceci, il est automatiquement assujetti au mensonge cosmique. Et la lumière ou la source peut garder l'homme dans une grande période de suspension parce que la fusion, je vais écrire un livre un jour sur la fusion. Pas tout de suite parce que je suis pas intéressé à parler de ça. Mais un jour, je vais écrire un livre sur la fusion qui sera une autorité finale, absolue, planétaire, mondiale. Ça regroupera tout ce qui a été écrit sur la fusion et ça permettra à l'homme de comprendre qu'est-ce que c'est la fusion, non pas à partir des plantes qui la veulent, mais à partir de l'homme qui l'a vécu. Et l'homme qui l'a intégré. Et les hommes reconnaîtront, découvriront à travers cet ouvrage que la fusion doit éventuellement amener l'homme à ne plus être assujetti à aucun niveau dans son mental pour pouvoir instantanément décoder la vibration et avoir accès à une intelligence parfaite, c'est-à-dire une intelligence qui n'est pas colorée par l'ego, qui n'est pas colorée par la spiritualité et qui n'est pas colorée non plus par l'occulte du mental. Et lorsque l'homme aura réellement saisi ça, ces aspects-là, ces principes, ce sera plus facile pour lui d'avancer dans l'intégration de l'énergie et d'en arriver finalement à dépasser les pièges de la conscience médiumnique qui s'ouvrent au fur et à mesure où la conscience grandit. Bernard de Montréal, merci et joyeux Noël. Joyeux Noël à tous.